que Arnaud nous a rejoint. Ah, salut Arnaud. Salut. Ça va? Ouais, et toi? Ouais, super. Alors avant qu'on commence, vous avez peut-être des questions pour ceux qui le souhaitent. Vous pouvez écrire une petite question dans le chat. On va commencer par une méditation. Ensuite, si vous avez des questions, on pourra y répondre. Ensuite, on abordera le deuxième pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de la pleine conscience cette semaine. Et puis ensuite, on verra les visualisations globales. Puis on terminera par une petite méditation. Voilà, voilà le programme. Donc, si vous avez des questions sur cette semaine de pratique, ou même si vous avez des questions en général sur la visualisation, sur le calme mental, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Donc, voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Deuxième session, donc, sur le calme mental et les visualisations. Aujourd'hui, on va voir un deuxième antidote. On appelle ça, enfin, dans les textes classiques, on appelle ça un antidote, mais c'est aussi un pouvoir, c'est aussi un levier intérieur. Dans ces 4 sessions sur le calme mental, on va observer 4 des principaux leviers qui conduisent à placer l'esprit en un point d'équilibre, libre de distraction et qui possède une grande stabilité, une grande clarté mentale. Donc, il faut employer 5 leviers principaux. On a vu le levier de l'enthousiasme, qui est vraiment le levier principal quand il s'agit de commencer la méditation. Aujourd'hui, on va voir le levier de la pleine conscience. La semaine prochaine, on verra le levier de la vigilance. Et la 4e session, la dernière, on verra le levier de l'application. Si on arrive déjà à pouvoir, comme quelqu'un dans un tractopelle, vous savez, il a 2 commandes, une dans chaque main, et il fait comme ça, les pelleteuses. Nous, il faudrait qu'on en ait 4, donc on peut dire qu'on fait avec les pieds aussi. Donc, c'est 4 des leviers sur lesquels on doit agir dans la méditation pour placer l'esprit dans ce point d'équilibre. Sachant que le calme mental, c'est vraiment l'équilibre de l'esprit, libre de distraction. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, la distraction, ça va être un thème important. Donc, on va commencer par quelques minutes simplement pour établir notre posture, établir notre souffle également. Et puis après, on va revoir un petit peu cette méditation de visualisation. Pour ceux qui sont là pour la première fois, on va le réexpliquer brièvement. Et puis ensuite, on va évoquer justement ce deuxième pouvoir très important de la pleine conscience. Donc, je peux vous inviter à prendre une position confortable et tonique. Comme dans la méditation, il s'agit d'équilibre, il s'agit aussi dans le corps de trouver cet équilibre entre le relâchement qui conduit à la léthargie, au sommeil, et à l'inverse, une tension corporelle qui n'est pas propice au développement de la concentration. Donc, essayez de trouver à la fois cette posture qui vous inspire une forme de tonicité et une forme de détente aussi. Essayez de sentir comment ça peut s'exprimer dans vos épaules, sur votre visage, dans le corps, que vous soyez assis sur une chaise ou sur un coussin. Trouvez ce degré d'équilibre entre le relâchement et la nervosité. Et de ce corps dans lequel on est placé maintenant, on va pouvoir prendre 3 grandes, profondes, lentes inspirations-expirations. Là, vous pouvez vraiment essayer de remplir le volume respiratoire, pas au maximum, mais en tout cas beaucoup plus que normalement.
dans la vie de tous les jours, on ne remplit à l'état normal que 1 demi-litre d'air dans les poumons, alors qu'ils en contiennent plusieurs litres. On va essayer vraiment de prendre ces 3 grandes profondes lentes d'inspiration-expiration et sentir sur l'expiration que cette posture, à la fois tonique et détendue, se réaffirme un peu plus. On s'ancre un petit peu dans le corps, dans le présent. Et on va pouvoir redonner au souffle son mouvement naturel. J'inspire, j'expire, et on va faire un cycle de 10 respirations. J'inspire, j'expire, je compte 1. J'inspire, j'expire, je compte 2, et je vais jusqu'à 10. Très bien. Alors maintenant, on va simplement, quand je vais évoquer des chiffres, essayer de les visualiser comme si un flash représentant leur forme apparaissait dans notre esprit. Si je dis par exemple 1, juste essayer de visualiser ce chiffre 1 dans l'esprit. Alors, n'essayez pas à ce que cette visualisation, elle demeure dans le temps, mais au moins que pendant
l'espace d'un instant, vous ayez reconnu la forme du chiffre 1 dans votre esprit, quelques formes que ce chiffre puisse avoir, quelques couleurs qu'il puisse avoir, simplement reconnaissez-le. On va faire 1. Deux. 3. 4. 5. 6. Mais c'est vraiment de visualiser avec l'œil de l'esprit, avec l'imagination, juste un chiffre. Ne vous préoccupez pas si dans l'entourage du chiffre, il y a autre chose qui apparaît. Essayez de simplement vous dire, est-ce qu'il y a eu une apparence, une visualisation dans mon esprit qui est suffisante pour que je puisse dire, ah oui, il est vraiment apparu ce chiffre. Le chiffre 10. Le chiffre 2. Le chiffre 6. Le chiffre 12. Ce qu'on fait ici, c'est ni plus ni moins qu'un échauffement mental, en fait. On échauffe l'esprit à commencer à faire apparaître des choses à l'esprit. Au départ, souvent, les visualisations apparaissent très vagues dans l'esprit, très floues. Et en s'entraînant comme ça, on va pouvoir faire en sorte que plus rapidement et plus clairement, ces choses vont apparaître à l'esprit. Donc, essayons de le voir vraiment comme un entraînement, comme un échauffement avant de faire du yoga ou d'aller courir ou de faire de la musculation. On s'échauffe l'esprit avec des choses assez simples. On n'essaie pas d'en vouloir trop, on n'essaie pas de forcer la stabilité, on n'essaie pas de forcer la clarté, simplement, avec douceur, commencer à faire apparaître des choses en conscience dans l'esprit. Chiffre 15. 20. 3. 10. 100. 50. 13. 60. 'Ok. Donc petit à petit, on ajoute soit un petit peu en vitesse, mais tout doucement, soit un petit peu en vitesse, soit un petit peu en clarté, soit un petit peu en stabilité, c'est-à-dire le temps pendant lequel cette chose elle va apparaître à l'esprit. Parce que là, on crée des flashs, mais le but de la méditation de placement, c'est que l'esprit se focalise plus qu'une seconde. On compare vraiment l'établissement du calme mental avec le fait de créer du feu en frottant une pièce de bois comme à la préhistoire. C'est vraiment avec le temps que l'esprit va arriver à, on pourrait dire, tomber dans une absorption méditative. Il faut du temps. C'est pour ça que ce n'est pas en quelques secondes. Mais nous, on commence avec l'esprit qu'on a ce matin, l'esprit du dimanche matin à 9 heures. Voilà, on doit le prendre où on en est, parce que si, encore une fois, on ne le prend pas,
là on en est. Si on veut un peu plus de stabilité ou de clarté que ce que l'esprit peut produire, on va créer une tension. Et cette tension, elle est quelque chose qui perturbe la capacité à l'esprit de se focaliser en un point. Il ne faut pas qu'on ait cette tension nerveuse. Et avec les visualisations, c'est parfois la difficulté, c'est qu'on en veut trop. On veut trop de clarté, on veut trop que la chose apparaisse. Et on force un petit peu mentalement et on crée une interférence dans l'esprit qui fait que finalement l'esprit ne va pas pouvoir se focaliser correctement. Il faut vraiment que ça se fasse dans la souplesse. D'accord? Encore un petit peu. Le chiffre 10, et maintenant on essaye de le faire apparaître quelques secondes, 1 ou 2 secondes à l'esprit. Et maintenant, sur une inspiration, on va visualiser le chiffre 1. Sur l'expiration, on ne visualise plus. Sur l'inspiration, on va visualiser le chiffre 2. Sur l'expiration, on ne visualise plus. Sur l'inspiration, on visualise le chiffre 3. De la même manière, le chiffre 4. Et le chiffre 5. Donc, dans la méditation de l'objet que vous avez choisi, cet objet que peut-être pour ceux qui étaient présents la semaine dernière, vous avez pu identifier, analyser, on va faire un petit peu pareil. Chaque jour, c'est différent dans la méditation. Il y a des jours où on se lève le matin, on est un petit peu dans les rêves, on est complètement léthargique et l'apparence est presque impossible. Donc, il faut toujours partir du point où on se trouve. Et si c'est le cas qu'un matin, on n'arrive pas à visualiser, alors il faut vraiment être souple, ne pas forcer cette visualisation. Si, en revanche, un matin, on sent qu'on a vraiment la capacité de visualiser en séquence, on va pouvoir très rapidement injecter de la clarté, faire que la chose, on rentre dans les détails, que la chose soit vibrante à l'esprit. Donc, ça demande vraiment cette souplesse d'adaptation à chaque moment de la journée. On verra peut-être dans cette session des indications sur la durée de la méditation, quand méditer, parce qu'il y a des moments qui sont plus opportuns que d'autres. Donc, je vais vous inviter à reprendre l'objet que peut-être vous avez choisi, un objet simple, sur lequel on aimerait visualiser. Ça peut être une sphère de lumière, ça peut être une forme géométrique. Choisissez quelque chose, si possible, de simple, pour ceux qui n'étaient pas présents la semaine dernière. Puis pour les autres, reprenez cet objet que peut-être vous connaissez un peu mieux maintenant, et on va faire ce qu'on a fait la fois dernière, la visualisation séquentielle. On va scanner d'une partie à une autre, petit à petit, comme si on était une petite caméra qui allait d'un point à un autre. On n'essaie pas de voir l'objet dans son ensemble, on essaie de voir partie par partie.
comme si on faisait le tour de l'objet. Ok. Donc, on va revenir dans la session, hein. Là, c'est un petit échauffement. On va peut-être considérer quelques questions, si vous en avez, sur la semaine de pratique qui s'est écoulée, si vous le souhaitez. Vous avez toute la session pour poser une question dans le fil de discussion. On aura également quelques minutes à la fin de la session pour y répondre. Alors, tu avais mentionné la dernière fois que l'on pouvait méditer sur les objets autres que le Bouddha Shakyamuni pour commencer. Est-ce que tu aurais des exemples, s'il te plaît? Oui, on peut méditer sur une sphère de lumière. Je peux peut-être vous trouver un exemple, juste un exemple de sphère de lumière. Ça, par exemple. Voilà, ça peut être un objet simple, une sphère de lumière. Ça peut être suffisant. D'ailleurs, je l'ai pris comme exemple parce que c'est un objet assez simple. François, Alors, je suis pas sûr qu'on voit la même chose que toi. ah bon? Parce que du coup, il y a à l'écran, il y a. Enfin, en tous les cas, sur le mien, il y a une barre sur. Enfin, il y a plein d'options sur la gauche et puis plusieurs images en haut, mais il n'y a pas une image. Alors, je vais recommencer. Là, vous voyez pas? Ah, si, c'est bon là. D'accord. Ah oui, c'est étonnant ça. Voilà, donc ça peut être un objet choisi. Alors après, comme on l'a vu la fois dernière, il ne faut pas essayer d'être trop précis sur la taille au départ, essayer de le déterminer de manière assez grossière. Voilà, il a à peu près cette taille-là, mais il ne faut pas essayer de commencer à prendre un, une règle pour calculer au millimètre. Il faut que ce soit assez... Parce que justement, si on veut trop de détails, c'est déjà que l'esprit, il a trop de discipline par rapport à ce qu'il peut produire en termes d'apparence. C'est qu'il y a un écart entre ce qu'on voudrait et ce que l'esprit est capable de produire. Donc, comme il faut rester dans la détente, parce qu'on ne peut pas se concentrer quand on est tendu, il ne faut pas qu'on le détermine trop rapidement en détail, cet objet. Donc ça, c'est un des types d'objets qu'on peut prendre. Dans le bouddhisme Theravada, ça s'emploie beaucoup, ça, des orbes de lumière. Et après, cet orbe de lumière, on peut le rendre de la grosseur d'une graine de moutarde, d'une graine de sésame. C'est les exemples qui sont pris. Et on peut le placer à certains endroits du corps. Ça, on verra ça dans la dernière séance. Voilà. Comment visualiser la lumière blanche, comme si elle venait d'une source, comme une ampoule ou comme un nuage lumineux dans lequel on respirerait? Comment visualiser la lumière blanche? Bon, ça, c'est une habitude, hein. Les couleurs apparaissent rapidement quand on s'habitue. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question. Comme si elle venait d'une source, comme une ampoule.
Oui, alors la lumière blanche, il faut... quand on visualise un orbe de lumière, on estime que cet orbe de lumière, il est lui-même l'émetteur de cette lumière. Quand on visualise de la lumière, on la visualise en lien avec quelque chose qui l'émet, cette lumière. C'est difficile de trouver la lumière sans objet qui l'émet, cette lumière. Même quand on visualise un mur et que ce n'est pas le mur qui crée lui-même la lumière, il la reflète, la lumière. Quand on visualise le Bouddha, faut-il débuter par le bas vers la tête? Non, ça vous choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez commencer par le visage. Moi, je commence par le bas du corps, mais il y a pas de, je n'ai pas entendu qu'il y avait un ordre particulier. Ça, c'est vraiment votre affinité. Vous pouvez commencer à le visualiser par le visage, la tête, la forme du visage, les cheveux, puis après aller aux bras, les pieds, les jambes, puis tous les aspects extérieurs. Et on me posait la question cette semaine, est-ce qu'on doit visualiser le Bouddha avec l'aura ou le Bouddha simplement? Parce que dans les tankas, on voit qu'il y a le Bouddha au milieu d'un paysage. Ça, choisissez ce qui vous semble le plus opportun. Vous pouvez aussi isoler complètement juste le corps de Bouddha. Vous n'êtes même pas obligé de visualiser le trône nécessairement, le siège en lotus sur lequel il est assis avec un orbe la surface de la Lune. C'est la surface de la Lune sur lequel il est assis, ou parfois la surface du Soleil, ça dépend des représentations. Il est assis dessus sur un siège fait de pétales de lotus, mais ça, vous n'êtes pas obligé de le visualiser. Vous pouvez ne choisir que le corps de Bouddha. J'ai choisi une petite amulette africaine qui me parle. Ben oui, très bien. Très bien. En plus, si vous la connaissez bien, si vous avez de la familiarité avec cet objet, c'est parfait. Difficile de scanner les parties d'un objet trop simple. Difficile de scanner les parties d'un objet trop simple. Ouais. Ben, non, on peut visualiser. Oui, ça, c'est vrai, ça. Hein. Parce que quand on. Il y a peu de choses à mémoriser dans une sphère, finalement. Elle n'a pas de bras, elle n'a pas de nez, elle n'a pas de cheveux. Donc, c'est peu de choses à visualiser. Donc, peut-être que si vous posez la question, vous pouvez choisir quelque chose d'un peu plus compliqué. C'est peut-être que vous sentez que c'est peut-être un peu trop simple, la sphère de lumière. Après, la sphère de lumière, pour visualiser vraiment la courbe, l'aspect en 3 dimensions, est-ce que la lumière elle est émise du centre de la boule? Est-ce qu'elle est mise sur la surface de la boule? Quelle texture est là? Après, on peut vraiment aller dans les détails hein, si on le souhaite. Quand je vois l'objet en entier, je le vois assez loin, mais pour le scanner, il faut se rapprocher. Donc, quelle est la bonne distance? Ok, ça, on va y répondre. Je vais y répondre à la fin, ça. On va refaire à la fin de la séance, je pense qu'on aura plus le temps d'y répondre et je pense que c'est une question importante, ça. Parce que oui, quand on visualise en détail, on a l'impression qu'on se rapproche de la chose. Quand on scanne, on a l'impression qu'on se rapproche de la chose, parce que comme si on était l'œil lui-même qui vient se... On n'a pas eu tout à coup une longue vue qui vient faire un zoom, c'est nos yeux quasiment, et on visualise un peu à la manière dont on regarde. Quand on visualise notre nombril dans la tête, on visualise comme si c'est nos yeux qui regardaient encore. On visualise assez rarement comme si nos yeux ils se trouvaient juste devant notre nombril. Quand on visualise notre pied, on ne visualise pas des yeux à la hauteur de nos orteils. On visualise en fermant les yeux. Si je vous dis, regarde, visualisez votre pied, vous ne visualisez pas comme si vous étiez entre vos orteils, par exemple. Donc ça, il faut jouer avec ça. Il faut conserver un petit peu ça, parce que si vous essayez de forcer en disant que c'est en fait mes yeux qui se déplacent au niveau des orteils, ça peut devenir un peu compliqué. OK? Alors, on va lancer cette session. Elle est en live. On va commencer un live sur Facebook. Donc, je vais juste épingler ma vidéo pour que je sois le seul à apparaître. Voilà.
Voilà. Alors, on va attendre quelques secondes. Voilà. Alors, cette session aujourd'hui va porter sur la pleine conscience. C'est le deuxième pouvoir, le deuxième levier qui permet à l'esprit de se concentrer. On a vu à la première session que la pratique du calme mental, il s'agit d'une technique. Il ne s'agit pas seulement d'une technique, on l'a vu qu'elle s'inscrit dans un travail général, que sont les 3 entraînements supérieurs, l'entraînement de la discipline éthique, l'entraînement de la concentration, l'entraînement de la sagesse. Nous, on va évoquer dans ces 4 sessions principalement la concentration, mais bien repenser cette méditation dans un tout, dans le tout d'une voie spirituelle. On a vu la fois dernière que les perturbations mentales, on ne les abandonne pas quand on commence à s'asseoir sur le coussin, c'est le problème d'ailleurs. Ce n'est pas simplement une technique qui va pouvoir transformer l'esprit sans égard pour ce qu'on a fait dans la journée, par exemple. Ça s'inscrit dans notre journée, dans notre quotidien, cette pratique de la méditation. Donc, on a vu l'importance de la pleine conscience. On a vu l'importance de l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est le premier moteur de la méditation. Bouddha disait d'ailleurs, dans un sutra du Canon Pali, ce n'est pas la peine de vouloir la concentration. Quand la joie est présente, la concentration naît naturellement. Mais il a dit aussi, ce n'est pas la peine de vouloir absolument la joie. Quand on a une vie équilibrée, un mode de vie équilibré, la joie, elle vient naturellement. Donc c'est vraiment étape par étape quelque chose qui va emmener à porter l'esprit sur un point d'équilibre, mais qui naît vraiment dans notre manière d'être aussi, notre manière d'agir et notre manière de parler. Donc, la distraction, on va en parler pour commencer, c'est l'inverse de la pleine conscience. Et on a vu l'importance de l'enthousiasme dans la concentration. Si on n'a pas envie de méditer, on ne peut absolument pas forcer l'esprit à se concentrer. C'est impossible. On peut forcer l'esprit à aller courir, le corps à aller courir, mais on ne peut pas forcer l'esprit à se porter sur un objet de méditation. Donc souvent, on s'assoit, on se dit « oui, j'ai envie de méditer ». On a envie de méditer parce qu'on a entendu que c'était bien, que ça nous faisait du bien, on a envie de se sentir bien, ou bien on commence et on est un petit peu excité par la pratique de la méditation, et on se dit « oui, j'ai envie de méditer ». Mais l'envie de méditer, il ne suffit pas seulement d'avoir envie de méditer, il faut aussi avoir envie de poser l'esprit 5 minutes, par exemple, sans discontinuer sur le souffle. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à avoir envie de ça. Parce que quand on s'assoit sur le coussin, on a beaucoup d'autres envies. Et la distraction, on va la définir parce que si on ne comprend pas le problème de la distraction, il est difficile de croire qu'on va pouvoir avoir un vrai enthousiasme pour porter l'esprit sur le souffle pendant 5 minutes. Donc la distraction, c'est le fait qu'à chaque moment, on choisisse, ou bien malgré nous parfois, ou d'ailleurs souvent malgré nous, de nous diriger vers quelque chose qui est plus urgent que la chose qu'on est en train de faire, plus urgent ou plus excitant ou plus attractif. Et que choisissant ou nous laissant dévier de notre activité principale, on change d'activité. Donc, je vais prendre un exemple. Le surf sur Internet, c'est un bel exemple de distraction. Qu'est-ce qui arrive? J'allume Internet, je consulte les news sur le monde. Voilà, je descends, rien de bien excitant. Et puis, je vois une photo d'un pays, par exemple, l'Europe de l'Est, avec la neige, tout ça magnifique. Je me dis, oh tiens, super! Ça me fait penser qu'on va bientôt être Noël. Qu'est-ce que je vais acheter pour Noël? Donc là, on était en train d'avoir une activité principale de lire un article dans le journal sur Internet,
et on a tout à coup quelque chose qui nous attire plus que ce qu'on est en train de faire. Donc la chose qu'on est en train de faire perd de son attrait, et la chose qu'on devrait faire a tellement d'attrait qu'on va changer d'activité. Donc là, on ouvre un nouvel écran, on tape week-end à Vienne. Donc on tape week-end à Vienne, on se rend compte qu'en fait c'est hyper cher. Donc on abandonne le week-end à Vienne, mais on se dit je vais peut-être pouvoir partir au ski. Donc on abandonne l'activité de rechercher un voyage pour se dire finalement peut-être que je peux juste aller au ski. Et de cette activité, on va se dire mais tiens, mais est-ce qu'il prévoit de la neige au moins? Donc on quitte cette activité qui tout à coup a perdu de son attrait pour celle qui est plus importante. Est-ce qu'il va y avoir de la neige à Noël? Donc je vais sur Météo France, je regarde prévision saisonnière. Ok, prévision saisonnière, ils annoncent un hiver très doux. Donc un hiver très doux, je me dis ok, bon, je vais pas partir au ski, mais peut-être que... Et puis tout à coup, le soleil de la journée heurte votre visage et vous vous dites tout à coup, ah ouais, mais en fait, je pourrais partir au soleil. Parce que vous avez simplement le soleil qui vient heurter votre visage et vous pensez, mais en fait, le soleil, c'est mieux que la neige. Donc là, on quitte cette activité de pensée à la météo pour en adopter une autre qui est plus plaisante à ce moment-là, c'est partir au soleil. Et ainsi de suite, on va abandonner une activité principale pour quelque chose qui, sur le moment, nous semble plus attractif. Donc, et à chaque fois qu'on change, ça nécessite que l'activité qu'on est en train de faire devient moins attractive et que l'activité vers laquelle on doit se diriger, ou qu'on a cette impulsion mentale, on a une impulsion en se disant « Waouh, ah ouais, il faut que je vais aller voir ce site-là ». Elle est beaucoup plus impérieuse et on se dirige vers ça. Et ça fait sens parce qu'à chaque fois qu'on se dirige vers ça, on est content parce qu'on fait ce qu'on veut en fait. On est sur Internet et on surfe. L'esprit va de moment en moment choisir quelque chose qui est plaisant. Sans arrêt quelque chose qui est plaisant. Ça peut être une donnée sur Wikipédia, qu'est-ce que va être le programme télé, qu'est-ce qu'il y a sur Netflix. Et à chaque fois, on change d'activité principale pour se diriger vers quelque chose de plaisant. Donc ça, c'est bien, parce que c'est plaisant. Sauf qu'après une heure de faire ça, on commence à avoir un peu la tête qui tourne, à se dire, mais j'ai perdu mon temps, c'est pas du tout ce que je devais faire. C'est pas ce que je devais faire. Je devais envoyer un mail, je l'ai oublié, et on se sent un peu mal, on se dit, non, mais j'ai rien maîtrisé, j'ai pas du tout été... qu'est-ce que j'ai fait? Quand on fait ça pendant quelques heures, ça devient un peu comme on est groggy mentalement. C'est pas très confortable. Et donc, il faut comprendre que cette distraction, c'est quelque chose qui a des bienfaits à très court terme, mais qui a des bienfaits parce qu'on a une sensation plaisante. Il a été montré que dans le cerveau, les gens qui ont une forte tendance au multitasking, qui sont multitâches, qui changent sans arrêt de tâches, ont de la sécrétion de dopamine. Chaque fois qu'ils changent d'activité, il y a de la dopamine qui est sécrétée. Donc la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Et ça fait sens, sauf que nous, dans la méditation, on fait l'inverse. Au lieu de changer d'activité, on reste sur la même activité et ce n'est pas toujours très, très plaisant parce que justement, c'est ne pas aller vers le plaisant sur l'instant. Je ne sais pas si c'est très clair la manière dont je le formule, mais bien comprendre la distraction, c'est un bon moyen aussi de commencer à comprendre et avoir envie d'avoir cette pleine conscience. Parce que la distraction, elle est bénéfique à court terme, mais uniquement à court terme. Parce qu'à long terme, elle nous fait perdre la capacité à choisir vraiment ce qu'on a envie de faire, de prioriser les tâches, d'avoir une emprise sur ce qu'on veut faire, et toutes ces petites activités, ces impulsions dans l'esprit de changer de page sur le net, ça ne porte pas beaucoup à conséquence, mais on peut décliner ça à dire sans arrêt quelque chose qui nous passe par l'esprit, quitte à ce que ça soit blessant, par exemple, et en fait, c'est perpétuer en nous nos habitudes. Si on dit toujours oui à ces petites impulsions plaisantes, on perpétue en nous les habitudes. Et ces habitudes, il y en a qui sont bonnes, mais il y en a aussi qui sont toxiques. Des habitudes
à la colère, des habitudes au ressentiment, des habitudes à ne pas choisir les activités qu'on fait. Et il était établi, montré par le Bouddha que cette distraction, elle n'est pas bénigne du tout. Elle est à la base de toutes nos perturbations mentales. Elle est conjointe, à toutes nos perturbations mentales. Elle les renforce. Elle renforce l'avidité, elle renforce la colère, parce que si on est dans une conversation et qu'on a cette chose impérieuse parce que la personne nous dit quelque chose qui nous blesse et qui génère en nous une sensation déplaisante, l'impulsion sur le moment, ça va être de répondre pour mettre fin à cette chose désagréable que je sens, ça va être de crier ou de... Et si on répond à chaque fois, on cristallise en nous cette habitude qui va avoir la capacité de revenir à l'avenir et de manière plus forte. Donc, cette distraction, elle est absolument essentielle pour comprendre les perturbations mentales. Donc, quand on commence la méditation, on peut se dire, oui, j'ai envie de méditer, mais en fait, on n'a pas du tout envie de rester sur un seul objet, parce que ce n'est pas plaisant, ça. Si je reste sur le souffle alors que j'ai ces choses, waouh, à l'esprit qui... Voilà, c'est la machine à pop-corn la fois dernière, je dois être livré de cette machine à pop-corn. Là, ce n'est pas intellectuellement qu'on est dirigé vers elle, c'est de manière innée presque, de manière viscérale. On est, waouh, cette chose-là, on ne le contrôle pas, ça. Donc, ce qu'on fait dans la pleine conscience, c'est que plutôt que laisser l'esprit dériver, parce qu'on analyse tous les problèmes que ça peut générer dans notre esprit, d'ailleurs, dans les méditations analytiques que je vais proposer pour cette semaine, vous aurez la possibilité de réfléchir, d'essayer de l'analyser en vous et puis essayer de reconnaître le problème que ça génère dans notre quotidien, cette distraction. La pleine conscience, elle fait l'inverse. On appelle ça pleine conscience, mais en réalité, on pourrait appeler ça souvenir. C'est plus correct. Ça vient de samarthi en sanskrit et de sati en pali, ce qui veut dire se souvenir. C'est lié au fait de se souvenir, parce que chaque fois qu'on est distrait, chaque fois qu'on se dirige vers une activité qui est autre, en réalité, on oublie ce qu'on est en train de faire. Et si on oublie ce qu'on est en train de faire, on ne contrôle plus vraiment. On ne contrôle plus ce qu'on a envie de faire. On ne le fait pas parce que ça a une justification raisonnée, on le fait parce que simplement on en a pris l'habitude. Et si on veut dépasser des habitudes, si on veut transformer certaines de nos habitudes, il faut reprendre pouvoir sur cette distraction. Et ce qu'on fait dans la méditation, c'est exactement l'inverse de la distraction. Plutôt que de laisser dériver l'esprit et d'aller d'un objet à un autre, parce que sur le moment, c'est plaisant, c'est de se fixer une encre. Et l'encre, c'est un seul objet, ça peut être le souffle par exemple. Et c'est de s'entraîner à choisir vraiment. Je choisis cette chose-là, même si sur le moment, ça nécessite que ces petites impulsions, je les laisse passer. Ces impulsions de distraction, je leur donne pas raison en partant dans le film de l'esprit qu'elle propose. C'est de se dire non, je reste là-dessus parce que je sais que quand j'ai cette pleine conscience, quand je me souviens, parce que la pleine conscience, c'est se souvenir de l'objet de méditation, encore et encore, pas de se souvenir dans le sens, si on me demande est-ce que je me souviens de mon objet visualisé, je serais capable de le dire. Non, c'est vraiment le souvenir actif. Je sais que je me souviens de cet objet-là parce que je l'ai à l'esprit en live, en présence. Sur le moment, je suis focalisé dessus. Et quand je le visualise à l'esprit, bien sûr, je ne l'ai pas oublié. Donc, c'est ce qu'on fait avec le souffle. Je visualise le souffle parce qu'on peut le visualiser aussi, on peut le percevoir. Et tant que je suis dessus, j'ai ce qu'on appelle la pleine conscience. Si je vous demande de visualiser un chiffre, le chiffre 3, durant le temps où votre esprit a fait apparaître ce 3, vous pouvez dire que vous avez eu la pleine conscience du 3. Vous ne l'avez pas oublié.
Et plus on s'entraîne à ça, plus on retrouve la capacité à choisir en conscience les choses qu'on veut adopter et les choses qu'on veut abandonner. Et le synonyme de l'intelligence, ou la définition de l'intelligence dans le bouddhisme, c'est justement une personne qui n'a pas des capacités cognitives incroyables, qui peut calculer le chiffre pi multiplié par 5 milliards. L'intelligence, c'est la capacité à choisir ce qui est bénéfique et à se défaire des choses qui ne le sont pas. C'est vraiment l'intelligence profonde. Et cette intelligence, elle naît parce qu'on reprend contact avec notre capacité à choisir, à se fixer en un point. Donc, si on commence la méditation et qu'on a peut-être envie de méditer, c'est tout ce qu'on a pu découvrir avec cette première session, comment on génère l'enthousiasme, parce qu'on sait que c'est possible, parce qu'on voit les bienfaits de la concentration, et puis aussi parce qu'on sait tous les problèmes qui sont liés au fait d'avoir un esprit complètement fragmenté. Mais là, il faut développer l'enthousiasme, non seulement pour la pratique elle-même, mais pour le fait de rester en un point sur quelque chose. Il faut avoir commencé la méditation en se disant « Oui, je suis capable de rester 5 minutes parce que je vois les bienfaits. » Et dans ce fichier que je vais vous présenter, où est-ce qu'il est? Voilà, celui-là. On a vu que la méditation sur le souffle, au départ, elle n'exerce pas du tout d'attrait dans l'esprit par rapport au pop-corn, par exemple. La machine à pop-corn, quand on médite, elle est impérieuse sur le moment. Elle est vraiment plaisante. Mais ce plaisir, c'est le piège aussi. Hein? C'est un petit peu le carré de Gruyère sur la tapetara. C'est aussi son problème, c'est que si on suit sans arrêt ces impulsions plaisantes, on perd contact avec notre esprit, on perd le contrôle de notre esprit à terme. Donc, dans la méditation, il ne faut pas penser qu'il faille se faire violence. Et je vais montrer pourquoi. Donc, la machine à pop-corn, elle apparaît complètement incroyable. Et elle apparaît incroyable parce qu'on l'a magnifiée aussi et parce qu'on ne se souvient pas vraiment de tous les bienfaits qu'il y a à se focaliser sur le souffle. Mais ce qu'on doit faire, c'est l'inverse. Ce qu'on doit faire, c'est voir que la machine à pop-corn, finalement, une fois que je vais la voir, elle ne va pas me satisfaire non plus tout le temps. Une fois que j'aurai mangé les pop-corn, ça va disparaître. Qu'au final, ce n'est pas sa mission de me rendre heureux. Mais par contre, le souffle, je reprends conscience de l'importance qu'il y a à protéger mon esprit, à être concentré, à tout ce que ça me permet de faire. Donc, toutes ces méditations analytiques que je vais vous proposer pour cette semaine, c'est vraiment ce qui fait qu'on ne va pas se dire que le but de la méditation, c'est de se faire violence et d'abandonner toutes ces distractions au profit d'un objet complètement ennuyeux. Non, parce que ça, on ne peut pas dire que c'est de l'enthousiasme réel. L'enthousiasme, c'est de comprendre tous les bienfaits du calme mental. Et une fois que c'est le cas, qu'on retrouve de l'enthousiasme pour le souffle, alors on peut commencer à se focaliser dessus. L'esprit va naturellement tomber dessus. On va se dire, c'est la priorité. Maîtriser mon esprit. Et le souffle, on va générer cette joie pour le souffle, cet effort joyeux qui est vraiment le carburant du calme mental. C'est vraiment la joie qui est le carburant. On ne peut pas développer de la joie pour quelque chose qu'on identifie comme ennuyeux. Et comment on fait pour ne plus identifier le souffle comme ennuyeux? On comprend tout ce que ça nous permet. Tout ce que cette pratique va pouvoir nous permettre d'accomplir. Dans la sérénité, le bienfait de faire apparaître des choses à l'esprit, de trouver des orientations à notre existence qui sont bénéfiques pour nous et pour les autres.
tous ces bienfaits, ils existent. Donc, la pleine conscience, c'est de ne pas oublier. Et cette pleine conscience, elle a plusieurs attributs. Elle peut être forte, elle peut être faible. C'est une force, c'est comme la force de l'enthousiasme. On peut avoir un petit peu d'enthousiasme et on peut avoir beaucoup d'enthousiasme. Donc toute la pratique de la concentration, ça va être de parfaire cette force de la pleine conscience jusqu'à temps que l'esprit, par cette main, et l'objet soient complètement fusionnés, on pourrait dire. Au départ, ça va être de la colle UHU, donc ça va être un petit peu, ça va coller quelques secondes. Et puis au fur et à mesure de la pratique, ça va devenir la superglue. Donc la force de la pleine conscience, c'est de pouvoir se fixer sur l'objet en un point, où elle le deviendra en un point, pendant une durée assez longue, voire très, très longue. Ça, c'est le pouvoir de la pleine conscience. Elle est parfaite, cette pleine conscience, quand on n'oublie plus l'objet du tout. C'est-à-dire qu'on est complètement focalisé dessus, il n'y a plus aucune distraction qui nous emmène, qui nous pousse à nous raconter une histoire à partir du film de nos pensées. Ça, c'est le pouvoir de la pleine conscience. Maintenant, il y a des pleines consciences qui sont de bonne qualité, puis d'autres qui sont de mauvaise qualité. La pleine conscience de mauvaise qualité, c'est on est en train de méditer, et puis on se dit, est-ce que je suis bien en train est-ce que je suis focalisé sur le souffle, là? Je ne sais pas vraiment si je suis focalisé sur le souffle. En fait, on l'est un petit peu focalisé sur le souffle, mais on n'est pas très sûr. Donc, dans les textes, et Lama Tsongkhapa dit, un point très important, c'est que cette pleine conscience, elle devienne, par entraînement, conjointe avec ce sentiment de certitude. Oui, je suis bien sur l'objet. Et on va voir le lien que ça a avec la visualisation. Parce que pour la visualisation, il faut aussi qu'on ait cette certitude. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qui arrive. Où est-ce que je peux... Ah oui, c'est là. Alors, vous voyez un petit peu l'écran? C'est bon? Alors, au-dessus, c'est les narines, mais en fait, c'est le souffle, mais nous, on peut dire que c'est la visualisation. Et en bas, c'est la machine à popcorn. Donc, tout ce qui est au-dessus de la ligne, c'est la pleine conscience, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas l'objet. Et tout ce qui est en dessous, c'est la distraction. C'est le moment où on a complètement oublié ce qu'on devait faire. Donc, les deux sont antinomiques. On ne peut pas avoir se souvenir de l'objet et l'oublier. Soit on se souvient, on est sur le souffle, soit on l'oublie. Donc, ce qui arrive au départ, on commence à méditer. On s'établit sur le souffle. Oui, on est focalisé sur le souffle, tout se passe bien. Donc là, on sait qu'on est sur le souffle. Et c'est souvent ce qui arrive quand on commence à méditer. Oui, je sais que je suis sur le souffle, là. Il n'y a pas de doute. Mon esprit est dessus, là. Je sens les sensations, ou je visualise l'objet, si c'est l'objet sur lequel on est en train de méditer. Oui, je sais. Ouais. On a un sentiment de certitude. Ça, c'est une pleine conscience de bonne qualité. Donc, on fait ça quelques secondes, et puis cette pleine conscience commence à dégénérer, à se détériorer, malgré nous. Ça fait partie de la pratique. Et on tombe dans cette zone grise. La zone grise, c'est le moment où on est encore un petit peu connecté au souffle ou à la visualisation, mais on commence à douter un peu qu'on est connecté. On ne sait plus vraiment si on l'est. Donc là, la pleine conscience, elle est en train de perdre de qualité. Elle perd de qualité. Et là, on commence à avoir des petites crépitements dans l'esprit, comme si on commençait à prendre un peu la tangente. On commence à avoir des petites excitations dans l'esprit. On commence à avoir la forme de cette machine à popcorn qui arrive dans l'esprit. Et tout à coup, on sombre. Donc là, on part dans la machine à popcorn, là, on se raconte l'histoire, on a complètement oublié qu'on était en train de méditer, on est complètement ailleurs,
Et à ce moment-là, on ne peut rien faire. Enfin, on ne peut rien faire, si ce n'est que de se prémunir de tomber dans une situation comme ça avant. Mais une fois qu'on est parti dans le film de nos pensées, dans la machine à popcorn, ça peut durer 5 minutes. Hein. Et parfois, ça peut durer 10 minutes. On peut passer toute la méditation à partir. Et là, c'est l'oubli total. C'est l'oubli total. Donc là, il n'y a plus aucun contrôle sur l'esprit. Là, on peut juste attendre que l'esprit, il finisse par se raconter l'histoire. Voilà, les popcorn, c'est super. Je vais faire un petit caramel, ça va être sympa. Et puis on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? J'étais pas en train de méditer. Ah si, je suis en train de méditer, mais et là, on est en train de réaliser qu'on a été distrait. Et ce qui arrive parfois, c'est qu'on réalise qu'on est distrait, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on repart, on repart dans les distractions. Donc ça, non, il ne faut pas faire ça. Donc ça, on voit que si la séance, elle dure un quart d'heure, la séance, elle est efficace que quand elle est au-dessus de la courbe. Tout ce qui est en dessous, c'est pas vraiment, c'est à l'équivalent d'un sportif, c'est le moment où il s'arrête de courir. S'il doit courir 1 kilomètre ou un sportif de haut niveau, s'il s'arrête après 3 secondes, le moment où il va être arrêté, c'est pas vraiment de l'entraînement. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est que cette courbe de la pleine conscience, elle soit la plus longue possible. Et je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer celle-là. Voilà, donc ça, c'est une fois qu'on pratique, on se dit, OK, je suis sur le souffle, j'ai une sensation de souffle, et on va appliquer la vigilance. On va se dire, ah oui, non, mais là, je suis en train de perdre un peu l'objet. Donc, si on est conscient qu'on est en train de perdre l'objet, on va pouvoir rétablir un peu la pleine conscience. Ah OK, c'est bon, je suis sur l'objet. Mais on ne le fait pas toutes les secondes non plus, cette vérification. OK, donc je suis sur le souffle, je rétablis mon... On ne va pas attendre de tomber dans l'oubli avant de rétablir cette qualité de pleine conscience. Ah oui, ça y est, j'étais... Et voilà une session qui est beaucoup plus positive. Parce que là, on a combattu pendant cette durée-là l'oubli. On n'est pas tombé dans l'oubli. Donc, essayez de méditer pour conserver des séances de qualité pendant lesquelles la pleine conscience, c'est-à-dire l'absence d'oubli, elle est de bonne qualité. Donc, il vaut mieux méditer des sessions courtes, mais au moins pendant lesquelles cette pleine conscience, elle est de qualité. Il ne faut pas s'habituer à dériver, à passer 15 des 20 minutes de notre méditation complètement partie. Ça, c'est une mauvaise habitude parce que ça crée l'habitude d'une pleine conscience de mauvaise qualité. Voilà. Donc, on va maintenant revenir à la visualisation. La visualisation globale, je vais prendre l'exemple. Si on choisit un objet qui est très compliqué, vous le voyez? Ah non, pardon, c'est moi qui... je sais pas. Voilà, c'est plutôt ça. Est-ce que vous voyez l'objet là? Ouais, c'est bon. Enfin, on le voit, mais on voit le tour de l'écran aussi. Il n'y a pas que l'image. Ah oui, alors, pardon. Alors, je vais faire comme ça. Et là, vous le voyez? Ouais, attends, est-ce que là, tu es revenu? Est-ce que tu... Voilà, c'est bon. C'est bon. Alors, si on choisit un objet qui est très compliqué, quand on va le visualiser en séquence, ça nécessite de souvenir de beaucoup d'attributs. On voit, là, c'est chercher Charlie. D'ailleurs, je ne sais pas où il est dans le... J'ai pas... je ne l'ai pas trouvé. Mais il ne faut pas choisir une image qui soit trop compliquée. Parce que quand on visualise en séquence, ça nécessite déjà de se souvenir de tout. Et là, il faut quand même une bonne mémoire. Hein. Pour arriver à visualiser ça, on peut y arriver. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais c'est long, ça nécessite une grande mémoire. Et quand on scanne, quand on a une visualisation séquentielle, ce que j'ai dit la fois dernière, c'est que c'est facile de faire apparaître les petits détails quand on se focalise sur l'un après l'autre. Mais après, le but, c'est de se focaliser sur la globalité, sur la totalité. Et si on fait ça sur Charlie,
voilà ce qui va arriver souvent. On va se dire, waouh, alors là, on ne sait plus si on est vraiment sur l'image. Vous voyez, c'est en lien avec la pleine conscience. Pour la pleine conscience, il faut se dire, oui, je suis bien sur l'objet. Mais si l'objet est très complexe, au moment où on va se focaliser sur l'objet dans sa globalité, il va y avoir une différence telle qu'on va être difficilement à même de se dire, oui, je suis bien sur l'objet. Parce que si c'est le cas, vous voyez que là, les détails, il reste presque plus rien. On ne reconnaît plus. Alors que si on se focalise sur un objet simple, on peut le visualiser en séquence, c'est-à-dire sa couleur, sa forme, sa texture, sa taille. Et une fois qu'on le visualise de manière globale, oui, c'est vrai, il va être beaucoup plus simple, il va être sa complexité va s'être simplifiée, mais au moins on peut le reconnaître. Là, on peut reconnaître qu'il s'agit d'une sphère. C'est un peu l'indication que je peux donner sur les visualisations complexes. Pour commencer, on peut avoir une apparence claire en séquence de ces visualisations complexes, mais quand on va vouloir se focaliser sur la totalité, on va avoir l'impression qu'on n'est plus du tout sur l'objet. Et si on n'a pas l'impression qu'on est sur l'objet, la pleine conscience ne sera pas de bonne qualité. Si la pleine conscience n'est pas de bonne qualité, on va vouloir forcer un peu l'esprit, ce qui va créer une tension mentale qui va nous empêcher un peu plus de nous focaliser. Donc, il vaut mieux choisir quelque chose qui ne soit pas trop compliqué, quitte à choisir, même sur le visage, si on a choisi Bouddha, par exemple, de visualiser seulement son visage ou sa main. On peut visualiser un mudra seulement. Pas choisir quelque chose de trop compliqué parce qu'entre la visualisation en scan, la visualisation séquentielle et la visualisation globale, la différence sera trop forte. Ce qu'on fait dans la méditation, c'est qu'on s'entraîne déjà à se souvenir de l'objet, parce qu'à la différence du souffle, l'objet, on doit le faire apparaître dans l'esprit, donc il faut qu'on s'en soit bien souvenu. Il n'apparaît pas simplement en faisant comme ça, tout à coup, un mandala complet apparaît à mon esprit, Bouddha avec tous ses attributs, toutes ses couleurs apparaît. Non, il faut s'en souvenir déjà, il faut l'apprendre. Il faut apprendre la position du pied. Parfois, par exemple, si Bouddha tient son bol comme ça, on se dit, mais le pouce, il est comme ça ou il est dans ce sens-là? Donc, il faut simplement se souvenir qu'une main, si elle est comme ça, si c'est la main gauche, ben, le pouce, il est dans ce sens-là. Il n'est pas dans le sens du corps, par exemple. Pardon. Donc, visualiser les détails, ça nécessite de s'en souvenir. Très important, s'en souvenir. Et pour s'en souvenir, il faut le répéter, il faut scanner encore et encore, créer un parcours, comme on a vu la fois dernière. Et au bout d'un moment, on va visualiser sur la totalité. Totalité, ça ne veut pas dire que tout doit apparaître. Si on a visualisé la couleur des pieds ou si on a visualisé les formes de la robe, ce n'est pas ce qu'on va devoir recréer avec l'esprit quand on se focalise sur la globalité. On va devoir recréer simplement une impression de quelque chose, comme si une silhouette était derrière une vitre embrumée, par exemple. Il est dit dans les textes qu'on doit se souvenir, si on peut se souvenir d'un bras, d'une jambe, d'une partie du corps, mais même sans les détails, même sans la couleur, on doit être satisfait. Parce que si on n'est pas satisfait, on ne peut pas se dire la pleine conscience, elle est de qualité. Parce qu'il faut avoir un degré de satisfaction très, très important dans la méditation. Si on a sans arrêt l'impression de courir après la visualisation, on va créer une nervosité qui va empêcher la visualisation d'apparaître. Quand on dort, les visualisations, elles apparaissent, il n'y a pas cette tension de vouloir qu'elles apparaissent. Il faut vraiment qu'il y ait ce calme qui naît à la fois de la reconnaissance de notre esprit à l'endroit où il se trouve, au moment où on est dans la journée, c'est-à-dire
faire preuve de tolérance, de patience également, et puis de savoir que l'esprit ne doit pas faire apparaître tout d'un seul coup. Donc on va faire un test. Vous allez pouvoir visualiser un objet, votre objet, si vous l'avez choisi. En séquence. Donc vous le scannez d'une partie à une autre. Essayez pas de le voir dans sa globalité. Simplement le scanner, savoir où sont les parties, de quoi il est constitué. Et au fur et à mesure qu'on s'habitue à l'objet, qu'on s'en souvient, parce que la pleine conscience, elle est née du souvenir. Le souvenir et la pleine conscience sont intimement liés. À mesure qu'on se souvient de notre objet, en séquence, on va pouvoir voir avec l'œil de l'esprit, avec l'imagination, la visualisation, ces détails. Et c'est assez... ça peut être assez excitant, ça, parce que on acquiert une clarté mentale intense. Mais comme cette pratique de la méditation est une pratique d'équilibre, il ne faut pas s'attacher à cette clarté. Parce que cette clarté, elle n'existe que parce qu'on brosse l'objet moment par moment, qu'on le scanne. Parce que si on essaie tout à coup de le visualiser de manière générale, en espérant avoir la même clarté, on va faire une expérience désagréable qui ne va pas être propice à la concentration. C'est pour ça qu'il faut bien accepter que le passage de la méditation séquentielle à la méditation générale nécessite une altération de la clarté de l'objet. Okay, donc maintenant, on va essayer de le visualiser quelques secondes par séquence, cet objet encore, le scanner un petit peu. Et comme si vous preniez de la distance, essayez maintenant de ne plus passer d'une partie à l'autre et le visualiser une seconde seulement, de manière générale, sans vouloir que les détails apparaissent, comme une silhouette, comme une impression même.
Et voilà cette chose sur laquelle maintenant je vais porter l'esprit et ne pas l'oublier. Alors, moment par moment, cette visualisation globale, elle peut changer. On peut voir un peu plus une partie que l'autre, mais on reste conscient de la globalité. Il ne faut pas espérer que la chose elle soit complètement statique dans le temps. Elle peut changer, mais si on a visualisé sur un Bouddha, il ne va pas devenir une bouteille en plastique, par exemple. Ça, on peut dire qu'on a perdu l'objet. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop précis dès le départ, à vouloir que le Bouddha soit d'une taille précise, parce que de toute façon, quand on le visualise de manière générale, on voit très peu de choses. Et ce très peu de choses, c'est une invitation à l'humilité, finalement, de se dire, voilà, dans la séquence, en visualisation séquentielle, j'ai été très clair. Maintenant, j'accepte d'avoir une mauvaise image, mais au moins, je suis content de cette image. Et j'arrive à reconnaître l'objet. Et je ne l'oublie pas. Et je ne l'oublie pas. Et je continue à ne pas l'oublier. Ça, c'est la pleine conscience de la visualisation. La visualisation séquentielle, sa qualité, c'est surtout de gagner en clarté, mais elle ne fait pas gagner en stabilité. La méditation globale, elle est plus orientée sur la stabilité, mais moins sur la clarté. Ça, il faut l'accepter aussi. Et cette concentration qu'on essaie d'acquérir, c'est le niveau 100% de la clarté et le niveau 100% de la stabilité. Quand l'esprit arrive à avoir cette clarté immense, cette stabilité immense, on atteint le calme mental. Et on essaie de travailler un peu sur la clarté, puis sur la stabilité, de concert, l'un après l'autre. Ok, on peut refaire un test. On visualise par séquence pendant quelques instants. Et on prend la distance et on accepte que l'objet perd en clarté, mais au moins on a la stabilité. Et je le visualise de manière générale, incomplète, imparfaite. Ok, une petite pause. Alors, chaque jour est différent, encore une fois, très important. Il y a des jours où ça va être, la méditation séquentielle va être beaucoup plus pâle, ça va être plus difficile. D'autres jours où ça va être très clair. Pour conseil, essayez de ne pas méditer juste après le repas, par exemple, quand le corps est occupé à digérer. Essayez de trouver le moment de la journée où votre esprit est le plus clair pour méditer. Ne choisissez pas le moment de la journée où vous avez fini tout ce que vous devez faire, vous êtes complètement fatigué, vous dites « Ok, je vais méditer maintenant ».
Parce qu'on voit que pour y arriver, il faut un esprit vif, alerte et de bonne qualité. Donc, essayez de trouver des moments qui peuvent être courts, soit au début de votre journée, avant que vous soyez engagé dans toutes vos activités, soit à la fin, mais pas juste avant de vous coucher quand vous commencez à être pris de sommeil. Et plutôt que de méditer longtemps, faites des petites micro-sessions, comme on fait là, mais en tout cas avec une pleine conscience de qualité dans laquelle je suis conscient. Ouais, je sais que là, je l'ai quelques secondes. Parce que vous allez terminer en disant « Waouh, ça a fonctionné ». Et on se souvient de la fin des méditations. Si on se souvient de la fin avec « et ça s'est bien passé », on va avoir envie de le refaire. Si on commence la méditation, ça se passe très bien, mais qu'après on passe un quart d'heure à être complètement parti, on va avoir l'impression d'avoir perdu du temps et que la méditation n'aura pas été positive. Et on n'aura pas envie de recommencer. Donc il faut mieux garder un tout petit peu, petite session, des micro-sessions, mais plein dans la journée. Vous pouvez en faire plein quand vous voulez, mais les garder de bonne qualité pour nourrir l'enthousiasme. L'enthousiasme, premier carburant de la concentration. Le deuxième carburant, on l'a vu aujourd'hui, c'est la pleine conscience. Ne pas oublier. Et cette pleine conscience, elle se travaille, elle se parfait. Au bout d'un moment, on n'oublie plus du tout. On arrive à étendre la durée de ces saisies de cette concentration. Simplement, si on médite 2 secondes, on peut espérer méditer 3 secondes, y arriver pendant 4 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 1 minute, 10 minutes, 1 heure. L'esprit a totalement cette capacité-là. Il n'y a pas un moment où il y a un fusible dans l'esprit qui... Non, non, tu ne peux pas dépasser 1 heure. Il n'y a pas de limite. On peut être totalement absorbé, c'est possible. Et le savoir, en être conscient que c'est possible, mais ça fait que quand on s'assoit sur le coussin, on a envie de passer 5 minutes avec le souffle. Voilà, donc c'était la première session. Je vais couper le direct. Si vous avez des questions, ou peut-être qu'on peut refaire une dernière petite 17. Oh oui, on a le temps. On peut visualiser en séquence à nouveau notre objet. Il y a des jours où on va, il y a des jours où on va pouvoir voir, par exemple, si je prends l'exemple de Bouddha, on va plutôt rester sur les choses générales, simplement la jambe. On ne va pas pouvoir vraiment aller dans les détails de couleurs, d'objets. Il faut le respecter, ça. Et puis, il y a des jours où vraiment on va être clair et on va se dire, wow, je vais pouvoir visualiser les motifs sur sa robe. Mais on ne fait pas tous les jours la même chose. Il faut vraiment s'adapter. OK ? Et on prend un peu de distance. On accepte la diminution de clarté de l'objet. Et on est
Essaye de le visualiser de manière globale à présent. De manière indifférenciée, on pourrait dire. Juste l'ensemble. Et ça ne veut pas dire que tout apparaît, bien sûr. Ok. On va même avoir le temps de le refaire une fois. Trouvez cet équilibre de la note juste aussi. Le luth a souvent été pris comme exemple par Bouddha pour illustrer la tension qu'on doit mettre. Il ne faut pas qu'il y ait trop peu de tension, il ne faut pas qu'il y ait trop de tension, sinon la corde casse. Pour avoir cette note juste, il faut... Et ça vient vraiment avec la pratique, hein, c'est empirique, de savoir reconnaître est-ce que je dois vouloir un peu plus de clarté ou si j'en veux plus, est-ce que ça va me faire tomber dans une forme de nervosité? Parce que le but, c'est de rester calme. Et d'ailleurs, si ces visualisations ne fonctionnent pas pour vous, ce n'est pas grave du tout. Parce que le plus important, ce n'est pas les visualisations. Le plus important, c'est ces 4 pouvoirs. L'enthousiasme, la pleine conscience, la vigilance, l'application. Si vous pouvez utiliser ces 4 pouvoirs pour le souffle, par exemple, faites-le. Vous aurez de meilleurs résultats que si vous vous forciez à visualiser. C'est pour ça que les sessions sont construites en fonction de ces 4 pouvoirs, parce que au-delà des visualisations, c'est le plus important. Le plus important. Les visualisations sont les techniques particulières, mais ce qu'il y a de général à toutes les concentrations, ce sont ces 5 antidotes. Il y en a 5 parce que le 5e, c'est l'équilibre, c'est l'équanimité. Qui est antidote à la surapplication. Et on verra, on l'évoquera seulement rapidement dans la dernière session. Allez, une petite dernière fois. Donc, vous le visualisez en séquence, cet objet. Peut-être que vous pouvez commencer à sentir un peu plus de souplesse. Ça va un peu plus vite. Ou pas. C'est possible aussi. On peut peut-être commencer à être fatigué un peu. Et je prends de la distance et je le visualise de manière générale. Flou. Juste une impression. Et je l'accepte. Mais je reconnais encore l'objet.
Ok. Vous voyez, il s'agit vraiment d'un entraînement. Il n'y a rien qui ne soit impossible à faire si tant est qu'on se familiarise. Alors, des conseils pour visualiser différentes couleurs, l'habitude, différentes couleurs. Non, vous pouvez vous servir d'objets visuels. Vous visualisez une couleur bleue, puis vous fermez les yeux, essayez de la reproduire 1 seconde. Observez, la reproduire 2 secondes dans l'esprit. Puis au final, tout vient. Hein. Les couleurs, les sons, les odeurs, on peut retrouver des goûts même. C'est vraiment l'habitude. Le pouvoir de l'habitude, c'est celui qui va permettre à ces choses d'apparaître. Il y a une couleur qui me vient toujours spontanément à l'esprit quand je médite, le violet. Très difficile d'imaginer une autre, pas impossible. Des contours, j'arrive à en concevoir un peu si je les fais en même temps avec la main. Je ne sais pas s'il vaut mieux, derrière les paupières, avoir le regard baissé ou droit devant soi. Alors, si vous avez choisi un objet qui est violet, trouvez votre objet qui est violet. C'est bien. Pas essayer de forcer l'esprit si la seule chose que vous pouvez visualiser en ce moment, c'est violet. Trouvez votre objet violet, puis avec le temps, vous verrez que et la stabilité et la clarté, vous arriverez à vous focaliser sur autre chose. Ce n'est pas un problème. Les contours, c'est difficile, ce n'est pas grave. Essayez de les voir de manière très succincte au départ. Pas essayer de les faire apparaître clairement. Pas essayer de forcer. Jamais, jamais, jamais forcer. Je ne sais pas s'il vaut mieux derrière les paupières avoir le regard baissé ou droit devant soi. Moi, j'ai le regard un peu baissé, mais ça dépend. Il y a des conseils où il est dit que si on est très actif mentalement, on peut baisser un peu le regard. Et si on est un petit peu léthargique, on peut monter les yeux aussi. Les yeux, la position des yeux sont un peu indicatrices de ce qu'on a envie de contrecarrer dans l'esprit. Si je suis vraiment très excité, je peux baisser un peu le regard, pour autant que je conserve la tête assez droite, pas être comme ça non plus. Et puis, on peut méditer en l'air quand on est fatigué dans le c'est pas Ajisutta, c'est Kapala Sutta. Bouddha dit que quand on est en train de tomber dans la léthargie, on peut regarder la lumière aussi. Avoir les yeux qui regardent dans l'air, ça doit activer peut-être dans le cerveau des aires particulières pour réveiller un peu la conscience, et ça aide à conserver une forme de clarté mentale. Donc, c'est à vous de choisir. De ne pas visualiser le séquentiel toujours dans le même ordre. Si, je vous conseille de faire toujours dans le même ordre, mais après, si vous trouvez un ordre au fur et à mesure qui vous semble mieux, vous pouvez en abandonner un pour l'autre, mais je vous conseille de le faire dans le même ordre. Et après, vous pouvez essayer même de reconstruire des parties. Une fois que vous faites, par exemple, le doigt, puis le poignet, puis le bras, vous essayez de visualiser la totalité, reconstruire des parties en fait. Mais je vous conseillerais de vous créer une routine qui vous permet de mémoriser aussi bien correctement. Où je pose mon regard lorsque je souhaite visualiser le Bouddha dans sa globalité. On peut regarder une forêt, par exemple, sans que le regard se pose sur quelque chose de précis. Oui, les yeux vont regarder quelque chose de précis, mais l'image globale, elle n'a pas besoin de se poser sur quelque chose de précis. Quand on reconnaît un objet familier, notre concentration n'est pas portée sur un détail, elle est focalisée sur la globalité. Ça vient aussi avec l'habitude. Vous allez voir avec l'habitude, vous allez comprendre plus de quoi il s'agit quand on dit de manière globale. Parce que oui, il est vrai que quand on médite de manière globale sur l'objet, il y a encore des choses qui apparaissent plus que d'autres. Donc on pourrait se dire, oui, mais alors je suis encore en train d'être dans le scan. Pas vraiment, non, parce que là, l'objet focal, il est plus la totalité. C'est pas très, très clair, mais vous verrez avec l'habitude, ça apparaîtra beaucoup plus clairement, ça. Je ressens le poids de l'objet et sa dureté, sa froideur. Super. Pas les yeux fermés si vous pensez que ça vous aide les yeux fermés, mais dans la méditation de visualisation, il faut quand même une énergie mentale assez
assez forte. Donc, moi, je peux conseiller d'ouvrir les yeux, mais si vous avez été habitué pendant longtemps à méditer les yeux fermés, peut-être que vous pouvez continuer les yeux fermés ou essayer quelques secondes seulement par méditation de vous habituer à les ouvrir et voir la différence. Vous pouvez essayer. Si on emploie une image, est-ce qu'on peut la garder à portée pendant la méditation? Oui, bien sûr. Vous pouvez même faire « je visualise l'image », je ferme les yeux, je visualise de manière séquentielle et ensuite de manière globale. Vous pouvez avoir ces trois activités-là. Je visualise l'image, j'essaie de m'en souvenir. Voilà, j'essaie de me souvenir à quoi ça ressemble. Je la visualise de manière séquentielle, j'essaie de la voir de manière globale. Entraînez-vous, essayez d'être créatif aussi là-dessus. Si on emploie une image, j'ai l'impression que c'est le troisième œil qui visualise. Ah, peut-être, mais je sais pas trop ce que c'est le troisième œil. Il y a des statues qui ont un œil ici, mais je ne suis pas sûr de vraiment savoir ce que c'est le troisième œil. Mais tant que vous visualisez, c'est bien. Voilà, je visualise le Bouddha, je dois reconstituer une image de lui réelle ou je reprends son image. Le but, c'est d'avoir, au final, quand on atteint le calme mental, sur une image du Bouddha vivant. Mais ce Bouddha vivant, il est beaucoup plus difficile à faire apparaître qu'au départ une image. Donc, commencez par une image et puis soyez pas trop exigeant qu'à chaque fois que vous le visualisez, il faut qu'il soit vivant. Parce que ça, c'est comme si vous essayez de visualiser les détails dans l'iris, par exemple. C'est un micro-détail, ça. C'est un détail très précis de savoir s'il est vivant. Qu'est-ce que ça veut dire d'être vivant? Ça veut dire qu'il bouge, est-ce qu'il respire? Déjà, si on veut le voir trop vivant, c'est qu'on a trop d'attentes. On veut trop aller en détail. Et ça peut nuire à la concentration. Donc, dites-vous qu'au final, c'est mieux de le voir vivant, mais à chaque fois que vous le visualiserez, vous ne vous poserez pas nécessairement la question. Ça vient aussi avec l'habitude. Je n'arrive pas à séquencer avec les yeux de l'esprit, mais je peux le décomposer avec les mots de l'esprit. Ensuite, je vois à peu près l'ensemble. Oui, ça c'est une bonne... je n'avais pas pensé à ça. Quand on visualise avec les yeux de l'esprit, on le visualise avec des concepts aussi. Le concept pied, le concept main, le concept œil, le concept couleur de l'œil ou boule. Si ça peut vous aider au départ de répéter des mots pour vous en souvenir, utilisez-les. Oui, c'est possible. Bon, ben, très bien. Il est 10h33. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais donc on va vous transmettre un fichier pour vous entraîner, mais le plus important, c'est d'avoir envie de méditer. Comment on fait pour créer cette envie? Parce qu'elle ne vient pas spontanément. Donc, c'est cette méditation analytique qu'on va vous proposer pour cette semaine pour essayer d'avoir cette envie. Quand l'envie vient, la pratique vient naturellement. La qualité de la pratique vient naturellement. Mais cette envie, elle n'est pas seulement, encore une fois, cette envie simplement de méditer. C'est l'envie de conserver mon attention parce que je sais tous les bienfaits que ça peut avoir. Merci à tous et à toutes. Merci à toi, Arnaud, de ton aide. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. On vous transmet ça dans la journée. On peut avoir une petite pensée altruiste maintenant pour terminer cette session. Voilà, que cette clarté qu'on va pouvoir développer parce qu'on a tous ce potentiel, tous, et cette stabilité. Cette clarté, on va la vouer à cet objet qui est une visualisation, mais ensuite, et c'est ça le grand pouvoir de la concentration, c'est qu'après, si cet objet devient très clair, l'amour, la compassion, l'altruisme peut devenir très, 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 très clair. Et bien, on va souhaiter que ces efforts qu'on va faire à développer plus de clarté et de stabilité mentale nous aident à développer ces émotions, développer cette puissance de l'esprit qui peut générer cet amour altruiste, cette bienveillance,
comme si on visualisait tout à coup tous les êtres, qu'on sente un amour profond pour tous ces êtres, le souhait qu'ils possèdent le bonheur et qu'ils soient séparés des causes de la souffrance. C'est à ça que sert la méditation. Puissions-nous donc, à travers cette méditation, cette technique, développer en nous ces qualités. Merci à tous et à toutes. François. François, le fichier, c'est par mail? Je vous C'est par l'enverrai mail, en fait oui. par mail sur la base de l'adresse que vous avez rentrée pour vous inscrire sur Zoom. D'accord, merci. D'ici ce soir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Dimanche. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt, merci. À bientôt. Au revoir.